ben, la transition est toute trouvée, puisque à l'appel des saumons, les saumons invitent les humains à réagir. On va voir ce que peuvent faire les pêcheurs Voilà, donc pour les saumons. une dernière partie sur la pêche de loisirs au saumon. Alors la pratique de la pêche au saumon, c'est une pratique ancienne, c'est une activité de loisir, et c'est un enjeu économique aussi, il ne faut pas l'oublier. Ici, j'ai essayé de reprendre quelques mots qu'on retrouve, qui ressortent quand on parle de la pêche au saumon. On se rend compte que c'est une pratique d'initié. Ce n'est pas tout le monde qui va pêcher le saumon. Il faut avoir un petit peu d'expérience, un petit peu d'habitude, un petit peu de temps aussi. Prendre un saumon, ce n'est pas si simple. Mais une fois qu'on a pris un saumon, quel plaisir. Le saumon, c'est un petit peu le roi du cours d'eau quand même. C'est un espoir, c'est un poisson noble. Voilà, un poisson rare. Quelques-uns des mots qu'on retrouve pour décrire cette pêche au saumon. Alors la pêche à la ligne, au saumon, on a vu que le saumon, ça reste une ressource fragile. Et pour que cette activité elle perdure, c'est une activité qui est très réglementée, qui est soumise notamment à des déclarations obligatoires de capture pour tous les pêcheurs. La pêche à la ligne au saumon, la pêche amateur au saumon, c'est à peu près 1800 captures par an en France. Et à peu près ça comprend à peu près 1000 captures en Bretagne. Donc, comme je vous le disais, il y a encore beaucoup de saumon en Bretagne, il y a encore beaucoup de captures, des belles captures de saumon. La gestion de la pêche au saumon, elle est gérée par le COGEPOMI. Alors, le COGEPOMI, qu'est-ce que c'est ? C'est le comité de gestion des poissons migrateurs. C'est une instance de gestion régionale dans laquelle siègent les services de l'État, les usagers, les experts aussi, avec l'objectif de conserver et exploiter encore le saumon. Et le mode de gestion qui a été proposé, en tout cas en Bretagne, c'est de préserver au maximum les saumons de printemps, comme ça a été évoqué tout à l'heure, et ce, en définissant des quotas de pêche, des quotas de poissons qui sont permis pour la pêche, tout en préservant une quantité de poissons dans la rivière. Alors ces quotas de pêche, ils sont définis de cette manière. Il faut essayer d'estimer ce qui est produit par chaque rivière. Combien de poissons, combien d'œufs produit chaque rivière. Ça déjà, c'est pas une mince affaire. Alors on se base là-dessus, pour estimer ce nombre, on se base sur les connaissances qu'on peut acquérir de manière ponctuelle mais précise sur un certain nombre de rivières index. On en a une en Bretagne, c'est le Scorff. Et on se base aussi sur les données acquises par les fédérations de pêche, sur l'habitat, sur le nombre de juvéniles qui sont produits par les rivières. Et aussi, on se base sur les déclarations, sur ces déclarations obligatoires de capture à la ligne. Il faut ensuite arriver à définir ce qui est nécessaire au saumon, qu'est-ce que la rivière pourrait produire dans l'idéal et en dessous de quelle valeur de saumon on ne veut pas descendre. Qu'est-ce qu'on veut conserver dans la rivière pour permettre à la population de saumon de se maintenir, de se reproduire, et qu'il y ait encore des saumons l'année prochaine et l'année d'après. Et à partir de là, on peut définir un excédent, s'il y en a. Et cet excédent, c'est ça qu'on va autoriser à la pêche. Alors, le problème dans nos petits calculs, c'est que cet excédent, on le donne en nombre d'œufs. C'est ça l'unité. Alors, un nombre d'œufs, ça ne donne pas forcément une idée très précise du nombre de saumons qu'on peut prélever. Et on fait le choix ici de transformer ce nombre d'œufs en pourcentage de saumon de printemps qu'on pourrait capturer en pourcentage de castillon. Avec ici l'objectif de favoriser, comme on a dit, une pêche au castillon pour réduire au maximum la pression sur les saumons de printemps qui produisent, eux, le plus d'œufs. Et les quotas de pêche sont aussi complémentés par des périodes d'ouverture et de fermeture des pêches qui permet d'être sûr à peu près qu'on va vraiment capturer un saumon de printemps ou un castillon quand on est dans la rivière à cette période-là. Et ce, en fonction des dates de retour des saumons dans la rivière. Notamment les saumons de printemps, la pêche, les dates d'ouverture et de fermeture sont un petit peu variables des fois selon les départements, mais en gros c'est de début mars à mi-juin. Et alors que la pêche au castillon, elle, est autorisée seulement de juillet à mi-octobre. Mais en fin de compte, en juillet ou en août, il y a très peu de chances d'attraper un saumon de printemps à cette période-là. Et puis juste pour finir sur quelques chiffres sur les saumons en Bretagne. Ici, je vous présente le nombre de saumons qui sont produits par rivière. En fait, c'est un indice du nombre de saumons produits par rivière pour la Bretagne en moyenne au cours des dernières années. Et on observe que depuis les années 2000, en fait,
la production de tacons dans les rivières est relativement stable. Et par contre, sur nos rivières de Bretagne, on note des disparités assez importantes, pas forcément liées à la taille du bassin versant, mais on a des rivières qui produisent beaucoup de tacons, beaucoup de smolt, comme ici l'Élé et l'Isole, qui est notre super rivière bretonne à saumon, qui présente plus de 20% de tous les tacons produits, de tous les smolt, tacons, produits en Bretagne, avec d'autres bassins versants comme le Blavet, le Scorff, l'Odelle, la Venne, ou ici le Trieux ou le Yard, ou le Léguer, qui produisent un petit peu moins. Et puis des rivières qui, elles, sont beaucoup plus petites, beaucoup plus faibles, qui contribuent un petit peu moins. Mais en gros, on a des rivières en Bretagne qui n'ont pas des gros effectifs de saumon. Ce n'est pas les grandes rivières qui produisent des très grands saumons du nord de l'Europe. Mais on a des saumons dans nos rivières. On en a peut-être moins qu'avant, mais en tout cas, on en a relativement autant d'une année à l'autre. Il y a de la variabilité, mais on considère que nos rivières se portent plutôt bien. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Marie. Oui, on peut l'applaudir. On l'applaudit à la fin. Des questions? Oui. 90% de prise de Castillon et la comment dirais-je, une relative stabilité des effectifs. Pensez-vous pas qu'il serait intéressant de viser une augmentation des effectifs? Alors ça, c'est une question un petit peu délicate. En fait, les 90% de Castillon, parmi le quota qu'on définit, c'est l'objectif qu'on fixe, l'objectif de gestion. Mais ce n'est pas forcément ce qui est réalisé. En fait, on se rend compte que la pression de pêche sur le Castillon en Bretagne est très faible. Et on est, dans la plupart des rivières, très loin d'atteindre ce quota de poissons. Mais en effet, oui, ce qu'on observe ici avec ce graphique, c'est que nos populations de saumon en Bretagne semblent supporter bien la pression de pêche qui est chaque année renouvelée. J'ai une question, ça peut paraître idiote, je ne sais pas. Pourquoi il n'y a pas de saumon dans les rivières comme la Rance, par exemple? Alors Rance, il y a un grand barrage à l'estuaire. Oui, mis à part le barrage, on ne les voit pas taper dans le barrage. Parce qu'on est loin du Couesnon et on est quand même plein de mer. Il y a une entrée je ne sais pas. Ça, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de saumon ici entre les deux. Pourquoi il n'y a pas de saumon plus bas non plus. Ça, souvent, c'est les obstacles. Souvent, c'est les obstacles le plus près de l'estuaire. Je ne sais pas si Jean-Yves, tu veux compléter. Je ne connais pas il n'y a pas d'équipement de pince à poisson. Non. Parce que bon, il pourrait en avoir. Pourquoi il y en a peut-être un de temps en temps. Dernièrement, on parlait de la Vilaine, justement, juste avant. Et cette année, par exemple, sur la Vilaine, ils ont installé au niveau d'Ardal un détecteur, tout simplement, parce qu'ils veulent étudier le mulet et ils mettent des petites puces, comme pour les chiens et chats. Donc, ils ont mis des puces sur les mulets. Et un des techniciens d'Ardal, il téléphone à Pont-Scorff, au Moulin des Princes, sur le Scorff, pour demander, on a détecté une puce sur un saumon. Alors, on voulait savoir si la puce, c'est vous qui l'avez mis. Et en effet, c'est un saumon qui a été pucé en tant que smolt sur le Scorff, donc il doit avoir 2 ans, et qui remontait cette année, mais sur la Vilaine. Donc il n'y a pas de raison que sur n'importe quel fleuve côtier breton, à partir du moment qu'il peut rentrer dans le cours d'eau, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des erreurs d'aiguillage et puis qu'il n'y ait pas de saumon, quoi. Ici, sur la carte, en fait, sont représentées les principales rivières à saumon, celles où la pêche est autorisée, ouverte et permise, parce qu'il y a une population de saumon suffisante. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir du saumon observé ici et là. Et puis pour revenir sur le cas d'Arzal, même avant qu'il y ait ce détecteur de puces, il y a une caméra qui regarde tous les poissons qui remontent à la passe à poissons. Et tous les ans, on retrouve 1, 2, 10, peut-être 30 des fois saumons qui remontent ici. C'est pas sûr qu'ils puissent se reproduire pour autant après, mais en tout cas, il y a des saumons dans nos eaux côtières et ils remontent là où ils peuvent. Oui, une question.
question. Oui, quelles sont les principales menaces aujourd'hui identifiées quant à la préservation du saumon en Bretagne? Je connais un peu la réponse, vous vous doutez bien. Les principales menaces, alors il y a celles dont on ne peut pas faire grand-chose, comme ce qui se passe en mer, la survie, la croissance en mer, ça c'est sûr que c'est moins bon qu'avant. C'est sûr que c'est des valeurs qui sont faibles par rapport à ce qu'on a pu observer il y a une trentaine d'années. Ça, malheureusement, on n'a pas encore de mesures de gestion appropriées, je crois. Après, les principales menaces en Bretagne, je ne suis peut-être pas la mieux placée pour, pour en parler. Je pense qu'en effet, il y a tous ces problèmes de libre circulation. Il y a un travail actuellement qui est mené pour prioriser, mener des actions pour rendre accessible un certain nombre de zones à l'amont des bassins versants. Ça, je pense que c'est un travail qui a vraiment de capacité de changer les choses. Après, de là à savoir... non, je ne peux pas aller plus loin. Reprenez le micro, Monsieur Doron, s'il vous plaît. Que tout le monde profite de votre réponse. Oh, c'est pas une réponse, c'est simplement parce que tout à l'heure j'évoquais le problème de cohérence des politiques publiques et chacun sait que sur le Blavet en particulier, il y a des projets de développement, de relance de la petite hydroélectricité qui n'apparaissent pas forcément très pertinents sur le plan énergétique et encore moins en matière de biodiversité et de préservation du saumon en Bretagne. Bien sûr. Et ça revient à la question des ouvrages. Oui. Derrière, et puis ensuite vous, monsieur. Il y a à peu près combien de saumons dans le Couesnon? Pardon? Il y a à peu près combien de saumons dans le Couesnon? Ah, combien de saumons dans le Couesnon? À peu près, à peu près. Pas, je ne sais pas, pas à la je ne pourrais pas virgule près. répondre. J'ai 800 à peu près, Marie-André? Ok. Bon, on va dire 800? Voilà. À peu près. Merci. Monsieur, vous aviez une question ici. Ah, On va vous apporter un micro. Là-bas. Le monsieur, il a un micro. Moi, simplement pour demander si vous avez parlé de la pêche de loisirs, mais s'il y a dans certains estuaires des pêches professionnelles. Alors, Marie-André, n'hésite pas à compléter. De ce que je connais, je ne crois pas qu'il y ait d'activité de pêche aux salmonidés. Semi-professionnelles. Ah ben, on ne peut pas être semi-professionnel, monsieur. Les règles ne sont pas les mêmes. Soit il y a de la pêche de loisirs qui ne permet pas la commercialisation, soit il y a de la pêche professionnelle qui, elle, est soumise à d'autres contraintes, et notamment à l'acquittement d'une licence spéciale. Il y a certains pêcheurs professionnels en Bretagne Sud qui ont cette licence. C'est plus au cas où d'une prise accidentelle. Je ne pense pas qu'il y ait une recherche, vraiment une activité économique autour de la capture de salmonidés en Bretagne. Hein. En eau douce, il n'y a pas, et en estuaire. Il y a quelques pêcheurs professionnels, d'accord. Oui, Jean-Yves. Donc les pêcheurs professionnels, pour pouvoir pêcher, alors c'est des pêcheurs surtout sur la zone maritime, hein, parce que des pêcheurs professionnels dans les estuaires bretons, il y en a pour ainsi dire pas, mis à part sur la Vilaine ou avec Arzal, où il y a 70 ou 80 bateaux qui pêchent l'anguille et la civelle quand elle arrive. Mais je crois qu'au niveau licence salmonidée, il doit en avoir 2 en Bretagne Sud et je crois que c'est 1 en Bretagne Nord. Ce qui est bizarre, c'est qu'au niveau d'Arzal, il y a une 50aine. Pourquoi? Je ne sais pas, puisqu'il n'y a pas de saumon, mais il y a une 50aine de licences. Et donc, comme a dit Marie, oui, c'est des pêches accidentelles. Hein. Moi, j'ai parlé avec certains professionnels qui disent, ben oui, ça nous arrive. D'ailleurs, on les garde pour nous, hein, pour notre consommation personnelle. Hein. Et non, c'est accidentel, tout simplement parce que c'est souvent en fin d'année, vers le mois d'octobre-novembre, où il y a les derniers saumons qui rentrent en rivière, parce qu'il y a des saumons qui restent un peu traînés en estuaire, hein, qui montent en estuaire. Et ça correspond à la période où ils n'ont plus grand-chose à pêcher et ils vont pêcher le mulet en début d'estuaire. Et là, il arrive. Mais depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il y a quand même un petit trafic. Là encore,
Il nous est arrivé, c'est pour ça les puces, là, c'est bien pratique. Il nous est arrivé il y a 4-5 ans, où il y a un monsieur sur le marché de Vannes. Il achète un saumon pour Noël. Alors c'était un saumon, je vais vous dire, si on peut appeler ça un saumon, il faisait 1,2 kg. C'était une toute petite femelle. Donc vous voyez, au mois de décembre, il achète ça le 19 décembre, juste avant Noël. Et puis, en nettoyant son poisson, il trouve justement cette petite puce-là. Pareil, il se renseigne. Il avait un copain qui était pêcheur en Normandie. L'autre lui dit, je crois que sur le SCORF, ils mettent des détecteurs, si tu veux. Il appelle, on lui dit, vous nous amenez la puce, et puis on passe le faire repasser dessus, là, et puis on verra bien le numéro si ça vient de chez nous. Et en effet, ça venait de chez nous. Et ce qui est bizarre, le poisson, il l'a acheté donc le 19 décembre, et la dernière fois qu'on l'avait détecté dans le SCORF, c'était le 16 décembre. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, le gars, il y a les agents de l'AFB qui lui ont mis 1 ou 2 prunes parce que pêche illégale, interdiction, période de pêche, bon, bref. Et il a dit aux agents qu'il avait pêché le poisson dans ses filets au large d'Erdevenne, en pleine période de reproduction. Et non, il y a quelque chose qui se passe. Et depuis, ce monsieur-là est allé acheter de nouveau du saumon, il n'avait pas compris. Et on lui a dit, la personne qui tenait l'État lui a dit, et si vous trouvez une puce de saumon, vous l'écrasez. Hein. Donc, il y a un petit commerce quand même qui existe. Depuis quelques années, la fin du printemps et l'été, on voit des rivières avec un débit très faible. Donc du coup, les saumons ont énormément de mal à remonter les rivières, c'est ce que je pense. Est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'ils restent dans l'estuaire en attendant une période très longue dans l'estuaire? Oui, c'est probable que ces saumons attendent, en fait, les saumons adultes, on parle, qui reviennent dans la rivière, attendent dans les zones les plus profondes, les zones les plus fraîches aussi, avant de se mettre en route vers les zones de frayère. Mais on observe que quand les niveaux d'eau sont très bas, comme c'est actuellement le cas, on va voir si cette semaine on a un petit peu plus d'eau, que les poissons restent de toute façon dans les parties aval et les parties amont, les petits affluents où on peut trouver du tacon d'habitude, là il n'y a pas de reproduction qui se fait. Donc c'est évident, oui, que les débits d'eau vont vraiment affecter la manière dont les saumons vont se répartir sur le bassin versant. Monsieur, oui. Comme pour l'espèce humaine, c'est une question de chromosomes. Il doit y avoir statistiquement autant de mâles que de femelles chez les saumons, c'est-à-dire 50%. Or, en fait, dans ce que vous avez présenté, on retrouve essentiellement un pourcentage de femelles beaucoup plus élevé chez les adultes. Alors, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a une plus grande sensibilité des mâles à tel ou tel facteur? Et est-ce que, éventuellement, dans les études que l'on fait, concernant le ratio mâle-femelle, est-ce qu'il n'y a pas des variations à l'heure actuelle? Et je pense qu'il y a de plus en plus de choses qui se font avec les perturbateurs endocriniens, par exemple, modification de la sexualisation. Est-ce qu'il n'y a pas des choses de ce côté-là que l'on sait? Alors déjà sur le ratio mâle-femelle, pourquoi plus de femelles déjà? Alors, c'est une question qui est assez complexe à répondre et à laquelle on n'avait pas de réponse jusqu'à très récemment, parce que le saumon, la plupart de son cycle de vie, on n'arrive pas à distinguer le mâle de la femelle. Il y a seulement pendant les périodes de reproduction qu'on arrive à les distinguer, qu'on arrive, en ouvrant le poisson, à voir les gonades. Maintenant, avec le développement des outils moléculaires, la génétique, on arrive, en effet, grâce à ces chromosomes différents, à identifier les mâles et les femelles. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a bien 50% de mâles et 50% de femelles chez les tacons, chez les jeunes de l'année, chez les juvéniles. Par contre, déjà au stade smolt, il y a plus de femelles à partir en mer que de mâles. Aussi parce qu'une partie des mâles vont décider de rester en rivière pour se reproduire. Alors ceux qui se reproduisent en rivière, il y en a une petite proportion qui pourront quand même partir plus tard en mer, mais ça reste très faible. Et en général, la maturation en rivière de ces tacons, elle a un coût et une mortalité plus forte. Après, pourquoi il y a plus de femelles dans les retours? Je ne sais pas s'il y a forcément toujours plus de femelles dans les retours, parce que chez les castillons, il y a plus de mâles que de femelles. Et après, les saumons de printemps, il y a en effet 80% de femelles, mais ça remplace, c'est une petite fraction de la population.
Il semble aussi que, comment dire, que les femelles aient plus besoin de passer du temps en mer et plus besoin de grandir pour que ça vaille le coup de revenir se reproduire que les mâles. Donc il y a vraiment des stratégies différentes entre les mâles et les femelles, et peut-être des prises de risques différentes aussi en fonction du sexe, qui pourraient expliquer une mortalité en mer peut-être plus forte chez les mâles. Mais ça, j'ai pas plus d'éléments que ça pour l'instant. Bon, moi, j'aurais une question. Est-ce qu'il y a des études qui ont évalué les impacts du changement climatique sur les saumons? Parce qu'on sait que les étiages des rivières vont diminuer, que les températures de l'eau risquent d'augmenter, et pas simplement mécaniquement à cause de la baisse d'étiage. Donc tout ça, ça va impacter, si j'ai bien compris, la fertilité des saumons. Est-ce que ça a été évalué, ça? Alors, qu'est-ce que c'est le changement climatique? Il y a pas mal de... Sur les rivières. Sur les rivières, ok. C'est une question qui est difficile parce qu'actuellement, on n'est pas capable de savoir quels sont les effets positifs et les effets négatifs du changement climatique. Le changement climatique peut avoir en effet des effets directs de température trop forte, de mortalité, de débit trop faible et de mortalité, mais il peut aussi engendrer des effets positifs. D'augmenter un petit peu le seuil de température, ça peut être bien, ça peut favoriser la reproduction, ça peut favoriser la production d'insectes dans la rivière. Alors peut-être que nous, en Bretagne, c'est pas ce qui va se passer le plus précisément, mais par exemple dans les populations d'Europe du Nord, qui elles sont limitées par la température. Par exemple, moi je vous parlais de nos smolts qui ont 1, peut-être 2 ans. Si on regarde ce qui se passe au nord de la Norvège, les poissons, il faut qu'ils attendent 3, 4, 5 ans avant de se moltifier et d'atteindre la taille de nos smolts à nous. Donc eux, typiquement, ces poissons-là, ils vont bénéficier d'avoir un peu plus de chaleur, un peu plus de température pour augmenter. Donc il y a des effets positifs, des effets négatifs. Et actuellement, je pense que c'est très très difficile de prévoir, de prédire ce qui peut se passer et de mesurer la contribution relative de chacun de ces effets. Merci. Merci. Jacques Chirac a souhaité rétablir le caractère maritime du Mont Saint-Michel. Donc un énorme barrage a été édifié sur le Couesnon. Ce barrage, en fait, ces modes de gestion sont essentiellement axés sur une gestion des sédiments, puisque l'objectif premier, c'est de permettre des chasses d'eau qui vont permettre de redonner le caractère maritime au Mont-Saint-Michel. Mais est-ce que, de votre point de vue, ces modifications dans les flux hydrauliques, ça a une conséquence sur les conditions d'attractivité sur l'estuaire du Couesnon par rapport aux autres estuaires concernés par les remontées de migrateurs? C'est pas une question très facile. Alors, de ce que j'en sais, forcément, en fait, on se rend bien compte que le débit à l'embouchure d'un fleuve va jouer un rôle attractif sur les poissons. Par exemple, sur l'estuaire commun de la Cé et de la Sélune, il semble que les années où la Cé coule plus fort, il y a beaucoup plus de saumons qui vont remonter sur la Cé. Les années où c'est la Sélune qui coule plus fort, les poissons qui remontent à l'embouchure, ils vont être attirés plus sur la Sélune. Après, je ne connais pas de mesure très précise du pouvoir d'attractivité du barrage du Couesnon. Ce que je sais, c'est qu'on a une étude qui a été menée par un collègue au laboratoire qui a montré que le barrage de la caserne n'était pas un obstacle pour les saumons. Il modifiait le rythme de migration, mais ce n'était pas un obstacle. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ces effets chasse d'eau très forts, le saumon n'a pas la capacité de nage, ou en tout cas ne s'engage pas dans l'ouvrage. Par contre, sur des débits intermédiaires, je ne me rappelle plus, le fonctionnement est un peu compliqué de ces chasses d'eau, mais le saumon peut quand même monter. Donc ça peut affecter son rythme de migration, son rythme jour-nuit, qui va être fonction des débits qui sont présents. Mais après, sur l'attractivité, je ne peux pas vous dire plus. Plus de questions? Je pense qu'on peut encore applaudir Marie. Merci. Merci.